C'est parti pour cette session. Je vais peut-être démarrer avec une petite anecdote, mais que c'est pas moi qui vais raconter. Alors, quand je vous dis éthique, vous me dites, voilà, un sourire. Vous avez le micro juste à côté de vous. Ah, est-ce qu'il fonctionne? C'est parfait. Alors, déjà, bonjour à tous. Merci à l'organisation pour cette invitation et cette opportunité de partager avec vous sur un sujet effectivement très intéressant et inspirant. Donc voilà, j'apprécie beaucoup ce partage. Alors, effectivement, quand tu dis éthique, j'ai un peu l'habitude de dire je ne sais pas ce que c'est. D'accord ? Alors, je vous explique. Si vous la googlez, c'est tout simplement Madame Éthique en Europe et si ce n'est à l'international. True story. Hein. C'est pas parce qu'elle est tunisienne ou par chauvinisme, c'est Madame Éthique. Sauf qu'elle ne reconnaît pas. Voilà. Bon, je vous laisse avec cette information écouter la suite. Allez-y, Madame. Bon. L'éthique, déjà, je crois qu'effectivement, au démarrage de ce panel, c'est important qu'on... Là, j'ai parlé en français. Hein, donc oui. Donc, c'est important de situer le cadre de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'IA éthique? Est-ce qu'on parle d'IA de confiance? Est-ce qu'on parle d'IA responsable? C'est quoi la différence? C'est pas la même chose, tout ça. Pas tout à fait. En fait, il y a de grosses intersections. Mais... Est-ce que pour vous, c'est la même chose? Il y a confiance, il y a éthique, il y a responsable. On a l'impression que c'est la même chose. Bon, vous allez voir. Et encore, elle a 3-4 catégories. Encore. Enfin, essentiellement, juste pour vous, vraiment, disons, sur l'aspect éthique, eh bien, l'éthique, ça fait référence, en tout cas selon mon point de vue, à des notions qui sont assez subjectives. Quand je dis subjectives, c'est-à-dire très dépendantes de la culture, de la zone géographique, du pays, ça peut être de la communauté, ça dépend de beaucoup de choses en fait. Je ne sais pas s'il y a une éthique universelle, ce qui peut être éthique, je ne sais pas, au Canada, mais peut-être pas en Inde et vice-versa, si on dit Chine et Brésil, enfin bref, en tout cas, pour moi, il y a un côté moral, quelque part, qui quelque part, ne me suffit pas pour déployer une IA responsable. Et d'un point de vue, en fait, opérationnel, industriel, business, c'est très, très important. En fait, l'émergence de ce sujet, ça s'est passé en 2016, à peu près, 2017, c'est quand l'IA commençait à devenir vraiment une IA ambiante avec A, dans le sens où ça commençait à devenir partout. Et du coup, à ce moment-là, la question sur la robustesse, la fiabilité de ces algorithmes commençait à se poser sérieusement. Et si la prédiction de cet algorithme, eh bien, n'est pas correcte. Dans la chaîne d'approvisionnement, sur la disponibilité d'un produit, si la prédiction de disponibilité, eh bien, c'est une information erronée, eh bien, le business n'est pas OK. Il est vrai que c'est parti sur des notions beaucoup sur les droits de l'homme, sur l'équité, sur des questions qui soulèvent davantage des questions, je dirais, émotionnelles, mais moi je sais, puisque j'ai co-dirigé le groupe de la Commission européenne, le High Level Expert Group in AI, qui est à l'origine quelque part de AI Act, mais c'est un effet de ce groupe, mais ce n'était pas voulu que ça se transforme en régulation, mais l'objectif, c'était d'avoir un déploiement et un développement de l'IA d'une manière sustainable, pas au sens vert, mais au sens adoption, en fait, des utilisateurs, adoption des consommateurs, de manière générale, qu'ils soient des consommateurs individuels ou des entités, des entreprises, etc. Donc, c'est super important que les entreprises, ceux qui fabriquent, ceux qui font le build de ces solutions IA, eh bien, respectent un certain nombre de choses dans la traçabilité. Je ne sais pas si je rentre maintenant dans comment l'implémenter, mais en tout cas, c'est juste pour... Il y a la question du gouvernance éthique de l'IA, sur laquelle j'aimerais bien écouter nos deux autres intervenants, mais si vous voulez aller sur cette notion, et ils peuvent rebondir derrière, si vous voulez. Oui, alors, justement, donc, c'est pour ça que quand je préfère parler d'IA de confiance, parce qu'une IA de confiance,
a une dimension éthique. D'accord ? La dimension éthique n'a peut-être pas la dimension business, la dimension répétabilité, reproductibilité, et ces questions-là, en fait, qui sont partie prenante de l'IA robuste et de l'IA de confiance. Pour moi, c'est assez... Quand on fait de l'IA de confiance, en fait, c'est une IA qui est responsable, qui est développée de manière responsable et déployée de manière responsable. Il y a deux composantes pour ça. S'assurer de son cycle de vie de la donnée, avoir les moyens de la traçabilité de ce cycle de vie. Et quand je dis les moyens, c'est-à-dire vraiment les pipelines au sens dur du terme, au sens technique du terme. C'est pas seulement des checklists ou des choses super qualitatives, mais quantitatives. Et je dis toujours que la confiance, c'est bien, mais la preuve de la confiance, c'est toujours mieux. La preuve de la confiance, c'est comment avoir une confiance mesurable. Et comment on peut mesurer ça? C'est ton algorithme, eh bien, il est équitable, mais à quel point il est équitable? Alors, pas binaire, d'accord? Tout à fait. Voilà. Donc, se doter de ces moyens technologiques, à la fois, donc, je disais sur la partie donnée, mais également, il faut s'assurer, il faut se doter des technologies qui vont nous permettre de connaître, de comprendre le comportement algorithmique. Et c'est ça la traçabilité, la transparence, c'est les moyens qui vont nous permettre. Et moi, je dirais l'éthique, je laisserai à chaque pays, à chaque entité, interpréter à partir des outils de l'IA de confiance et de l'IA responsable, interpréter ce qui est éthique, ce qui ne l'est pas. Pour moi, la question éthique, quelque part, elle pourrait être une interprétation contextuelle, culturelle. Mais voilà, il faut se doter de ces moyens-là. S'il y a un problème à un moment donné, eh bien, on aura les moyens pour remonter l'arbre des causes. On pourra remédier, parce qu'un risque n'est pas gérable s'il n'est pas détectable. Alors, juste à votre gauche, et I'll switch to English for you. So, what does it mean in practical terms to govern AI ethically? I saw you shaking head when I was asking the question in French. And which mechanism or principles should be prioritized to guarantee fairness, accountability, and transparency? You can have the mic there. Yeah. Thank you very much, and thank you for the introduction, and my apologies for shifting to English. Full respect to the French language, so I prefer to speak. We have headset translation, everything needed. I'd like to start one step back on your first question. And I'm looking at it from the point of view of research, which is the basis for what we do afterwards, how we implement it, how we achieve market and increase market, etc., but also the well-being of the people around us. A simple definition, without going into details, a definition that our researchers understand is do the right thing. That's from where we start. Everybody understands that. Ethics started from do no harm. In the time of AI, this is not enough. Actually, ethics has to be proactive, has to run with the developments, has to be sometimes ahead of the discussion, because in discussing the fundamental issues that trouble us as research, as industry, as society, as government, policymakers, sometimes we have to be ahead of technology. With AI, it is becoming extremely difficult. And let's wait and see until quantum kicks in, and then we're going to have another race. So there is no idea of an ethical governance that can be long-term successful if all the beneficiaries, participants, and contributors are not participating. It has to be a communal effort. It is very easy to say, but very difficult to do, because you have to make changes. At which level? Which kind of understanding? Which kind of knowledge? Which kind of sharing? So a governance that is inclusive is key in emerging technologies. Okay.
If you have anything to add, or I can move to Mr. Club. Ok. Alors voilà, vous avez déjà récupéré le micro. Vous pouvez faire comme lui, vous pouvez revenir aussi à la première question sur laquelle on avait commencé, mais surtout sur celle des mécanismes aujourd'hui qu'on pourrait mettre en place. D'accord. D'abord, bonjour et bon après-midi à vous toutes et tous. Merci également pour l'invitation à participer à ce panel fondamental sur justement qu'est-ce que c'est que l'éthique et ensuite comment on passe de l'éthique à la gouvernance. L'éthique, pour moi, et ça va être en quelque sorte un troisième point de vue, ce qui est tout à fait votre objectif d'éclairer un petit peu les choses. Mon point de vue, je reprendrai juste la définition du dictionnaire de l'Académie française, qui dit que l'éthique, c'est la réflexion sur les conduites humaines et les valeurs qui les fondent. Alors, on a tous comment est-ce qu'on se conduit, et on se conduit en fonction d'un certain nombre de valeurs qui sont par exemple, j'ai envie d'être franc, j'ai envie de faire en sorte que je sois clair dans mes propos, voilà. Donc il y a un petit peu l'ensemble des valeurs qu'on va vouloir développer, et on va en reparler. Et en fait, ça c'est l'éthique, vous voyez, définie de façon générale. J'ai pas dit l'éthique de l'IA, j'ai pas dit l'éthique de la biologie, de la médecine ou de la finance, j'ai parlé d'éthique. Donc éthique, c'est une réflexion. Ça n'a rien à voir avec de la conformité, qui est la vérification d'un certain nombre de règles. Et donc il faut qu'on sache passer de l'éthique, qui est cette réflexion sur les conduites humaines et les valeurs qui les fondent, à quelque chose qui nous permette de nous organiser socialement, pratiquement, après avoir réfléchi ensemble. Donc ici, c'est bien, on réfléchit ensemble, mais comment est-ce qu'ensuite on va pouvoir agir et agir dans quel domaine? Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec une révolution, mais j'aime à dire, comme le dit l'historien et philosophe Milad Douei, en fait, nous sommes dans une conversion numérique. C'est-à-dire que typiquement, on ne pense plus de la même façon, on ne réfléchit plus au contexte, le numérique nous impacte de façon profonde en faisant en sorte qu'on change notre vision du passé, on change notre façon de pouvoir concevoir nos décisions et nos rapports, en fait, également sociaux. Regardez comment aujourd'hui on se parle souvent, par exemple sur les réseaux sociaux, mais pas seulement. Donc cette conversion, en fait, due au numérique, comment est-ce qu'elle nous impacte et comment est-ce qu'on peut lui donner un sens? Comment est-ce qu'on peut réfléchir? C'est-à-dire comment nos conduites humaines sont impactées par ces nouvelles sciences, technologies et usages. On est tous amenés à prendre des décisions continuellement relativement au numérique. Typiquement, je suis d'accord pour utiliser telle ou telle application, mais cette application me demande un certain investissement intellectuel. Comment je le fournis? Quel type de valeur je mets au travers de ceci? Typiquement, mes photos de famille, je les mets où? D'accord? Les messages que j'échange avec les uns et les autres, je les mets où? J'achète mes services où? Avec qui? Comment? Et à ce moment-là, à quoi je contribue? Quel est le sens de ce que je suis en train de faire? Quel est le sens de ma conduite? Donc ça, c'est l'éthique. Et l'éthique, relativement au numérique, et vous voyez que je n'ai pas encore utilisé un mot que on prononce tous ici, qui est marqué en gros derrière moi et comme devant. Il y a deux lettres qui manquent. AI ou IA, ça dépend du langage. Et donc, on s'est retrouvé il y a maintenant plus de 50 ans, quasiment, moi je dirais 80 ans, où on se retrouve avec des techniques qui nous permettent de bien limiter ce que fait l'être humain. Donc, par exemple, parler. Mais aussi avoir des idées, aussi prendre des décisions, aussi conduire un raisonnement. Et donc tout ça, ça va être des techniques qui dépendent, par exemple, des techniques d'apprentissage, des techniques qui peuvent dépendre de la logique et des connaissances, ou des techniques qui traitent d'aspects plus statistiques. On va faire des statistiques, puis on va dire, comme c'était comme ça, par exemple, pour le temps, comme s'il faisait beau hier et avant-hier, il fera probablement beau après-demain. Et donc,
vous voyez bien qu'il y a des limites à ce type de raisonnement, mais on sent bien qu'on va pouvoir, de cette façon-là, avoir des processus qui ressemblent à ce que font les êtres humains. Donc, dans ce contexte-là, on développe des réflexions autour de l'éthique du numérique et en particulier des systèmes dits d'intelligence artificielle et à quelle fin? Parce que ces réflexions, elles vont nous permettre ensuite de construire quoi? Des corpus qui nous permettent de réglementer, donc un petit peu comme le disait Noza à l'instant et Lauriane, comment on règle nos vies. Aujourd'hui, quand on monte dans une voiture et que c'est nous qui conduisons, ça dépend du pays, mais on va plutôt conduire à droite, par exemple en Tunisie, on va avoir un certain nombre de règles. Et ces règles, elles dérivent des conduites humaines, au sens général du terme. Et donc, les règles de conduite, quelles sont-elles quand on utilise du numérique? Quelles sont-elles pour les concepteurs? Quelles sont-elles pour les utilisateurs? Quelles sont-elles pour ceux qui mettent en œuvre? Et donc, là, on a, je pense, trois personnes qui nous permettent de compléter sur des facettes différentes. C'est comment on construit ces règles de façon collective et est-ce qu'on les respecte ou pas après. Et c'est exactement, mais gardez le micro, c'est exactement ce sur quoi je voulais rebondir. Par contre, je vais vous demander de faire en 30 secondes chacun pour que je puisse passer un petit peu par les inclusions. Alors, comment harmoniser justement ces standards éthiques? Déjà, rien qu'ici, on a 3 avis différents. Alors, on parle aujourd'hui d'Europe, et même au sein de l'Europe, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Et là, on parle d'Euro-Méditerranée et la Méditerranée. Alors là, c'est encore autre chose. Elle est plurielle et c'est magnifique d'ailleurs. Mais aujourd'hui, quels sont le comment, c'est une grande question. Hein, mais quelles pistes peut-être pour harmoniser tout cela? Et on peut reprendre de chez vous et peut-être 30 secondes à 1 minute. Voilà. 30 secondes à 1 minute, ça va être difficile, mais je me dis qu'à la fin, j'aurai 3 minutes de 3 sommités. Pas de souci. En fait, vous voyez, j'ai pris l'exemple de la voiture et de quelles règles on se donne. Vous voyez qu'il y a des pays où on conduit à droite et d'autres pays où on conduit à gauche. Il y a des pays où la limitation de vitesse, etc. Et donc, on est dans une situation où cette réflexion peut nous amener à différentes prises de position, de décision. Ce qui est fondamental, c'est que la communauté de personnes, par exemple la nation, ou par exemple une famille, ou par exemple une entreprise, s'approprie ces différentes organisations, ces différentes propositions de comportement, de règles, et de faire en sorte que on soit à l'aise dedans. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve avec différents types de règlements. Ce qui est important, c'est qu'ils soient explicites, qu'ensuite on soit capable de les comprendre et de pouvoir les implémenter. Et donc, je pense que le fait qu'on ait réfléchi, qu'on comprenne quelles sont les valeurs qui sont sous-jacentes et mises en œuvre dans les règlements, vous voyez, typiquement, est-ce qu'on va être plus individualiste ou plus collectiviste? D'accord? Ça va nous induire différentes propositions de lois, de règlements, et c'est cela sur lequel il faut qu'on tombe d'accord localement. On n'est pas obligé d'avoir un règlement qui soit mondial. Par contre, ce qui est important, c'est que pour chaque communauté, on puisse comprendre quelles sont les valeurs qui sont sous-jacentes et est-ce qu'on les partage ou pas. C'était presque 1 minute, allez-y. Eh bien, merci Claude, parce que ça revient tout à fait à ce que j'ai dit au début. Et puis, est-ce qu'on est je rajoute une petite couche, ça m'a été inspiré indirectement, est-ce qu'on va rester en silo, enfin les différentes, voilà, où on gagnerait à renforcer justement ces standards si on travaillait ensemble? Alors, il y a. Parce qu'aujourd'hui, c'est parti pour être en silo. Oui, non, mais c'est la raison pour laquelle, moi, ma proposition, c'est de ne pas se positionner sur l'échelle des valeurs. C'est plutôt se positionner d'une manière en amont, dans le sens où, enfin, je ne dis pas que les valeurs ne sont pas importantes, non, mais c'est que c'est normal qu'il y ait des valeurs différentes. Et il faut accepter la diversité des valeurs aussi, ça fait partie de l'inclusion, on va en parler tout à l'heure. Donc, je ne peux pas imaginer qu'il y a un référentiel mondial de valeurs, d'accord, mais bon, peut-être, on peut l'espérer, mais sans aller jusque-là, d'accord,
Ce qui, de mon point de vue, comme quelqu'un d'opérationnel sur l'IA, c'est important qu'on puisse s'assurer qu'un algorithme, en fait, fait ce qu'on lui demande de faire, ni plus ni moins. Que les données, qu'on maîtrise le circuit de distribution, de transformation, pour qu'on sache qu'est-ce qui se passe dans un système tout au long du cycle de vie d'un système IA. Ça, c'est important. Mettre ça en place, ça nous permet à toutes les... En fait, on peut se mettre d'accord, justement, sur ces approches de manière internationale, et c'est ce que nous avons essayé de faire à l'OCDE. C'est vraiment ça. Il y a un blog où il y a énormément d'outils opérationnels pour se mettre d'accord. Et d'ailleurs, mon ami, le chair de Sensenelec, qui est mandaté par la Commission européenne pour standardiser un peu ces aspects-là, et aussi mon co-chair sur le groupe de l'OCDE, c'est important de rapprocher les efforts sur le plan comment on s'assure qu'une IA est de confiance, comment on s'assure que cette IA est robuste. Et là-dessus, c'est important qu'on se mette d'accord pour comprendre que l'IA de confiance, c'est différent d'une IA performante. La performance et la confiance, ce sont deux choses différentes. Parce qu'on peut trouver une IA de confiance qui n'est pas performante, et l'inverse est vrai, et j'ai des exemples, mais on peut les développer plus tard parce qu'il n'y a pas de temps. Donc, de mon point de vue, c'est important qu'on se mette d'accord sur les passerelles opérationnelles qui nous permettent, en fait, de s'assurer des différentes étapes du cycle de vie d'un système IA, comment les choses se passent. L'interprétation, est-ce que c'est éthique, pas éthique? Moi, je laisserai ça à des instances autres pour faire cette interprétation contextuelle, encore une fois. Tout à fait. So, what are, if you want to add on that, of course, but I have kind of a specific question to you, and actually you can join the others that has been asked. So, what are the concrete steps today in policy, in research or private sector practice that can transform ethical declarations into real measurable impact on AI deployment? It is a major challenge, because to pass from the high principles that we discussed this morning, solidarity, inclusion, co-creation, respect, how do you go from there to research, to bench science? So our first obligation is what the speaker this morning discussed: educate the younger generation of researchers in order to be able to face the reality of passing from a higher grade of ethical principles and standards to an operation on the laboratory. It's not going to be one research project that is going to solve the transformation, the applicability, either of the legislation or of the principles. But together we have to try to make sure that the younger generation and the not so young generation are part of the discourse, understanding the necessary conditions in order to build the trustworthy AI that we support in Europe, but also globally now. I think it's a main driver all over the world. Actually, if you look at the analysis of the main principles for AI ethics, you'll see that from other side of the Atlantic, including and Europe, there are 5 or 6 main principles that we all adhere to. Now, implementation changes. And as you say in ethics, do the right thing, follow the law, and if you don't like the law, change it. So we have to be flexible also in that respect. I'll let you jump on that if you want, but Indeed, for the... But quickly, because the rest... Diversity in fact, it's indeed to make it happen. It is very important to keep diversity of data. I mean, the input for algorithms are very important, so that data is sufficiently representative of all minorities to be able to probably and maybe get algorithms that are fair and AI that can be fair. So that's why, it cannot be by itself fair. Builders of AI solutions should be careful about how to make it happen, and that's why trustworthy AI is completely by design stuff. By design process. Otherwise, it cannot happen afterwards. Or it is not that trustworthy. Okay.
Si on peut laisser Claude rebondir, and then we get to inclusion to conclude this panel. Deux rebonds peut-être. Le premier, c'est par rapport à ce que disait Nota sur les valeurs, et je partageais son avis. C'est pas facile de définir quelles sont les valeurs, mais par contre, ce qui est important, mais on y arrive, on arrive à avancer là-dessus. Par contre, parce que c'est, par exemple, qu'est-ce que c'est que la transparence d'un algorithme? Qu'est-ce que c'est que la preuve d'un algorithme? Comment est-ce qu'on peut faire confiance de façon objective à un certain nombre d'entités numériques? Ça, on sait faire. Par contre, ce qui est plus difficile et pour lequel, là où il va y avoir de la variation, c'est quelles sont les hiérarchies de valeurs. C'est-à-dire, est-ce que je mets en avant d'abord, par exemple, un aspect collectif, ou en avant d'abord un aspect individuel? Et à ce moment-là, on va avoir, en fonction de ces différentes hiérarchies, on va avoir des comportements différents, on va avoir des conduites différentes qui vont influencer. Typiquement, quand on va regarder ce qui peut se passer en Chine, on va se retrouver avec davantage l'importance du collectif. Et quand on peut regarder dans notre monde plus occidental, on va se retrouver avec plus le côté individuel qui intervient. Donc, hiérarchie de valeurs, les valeurs, c'est important, commençons par les comprendre et bien les analyser, et ensuite avoir la capacité à les implémenter dans la réalité, mais surtout, comprenons aussi quelles sont les hiérarchies de valeurs, qu'est-ce qui est le plus important dans les différentes valeurs qui vont nous intéresser. Voilà, et par rapport à la mise en place de la régulation, et en particulier relativement à la recherche, comme le disait Dorian, je crois que c'est important qu'on soit capable de comprendre, parce que les chercheurs ils sont tout de suite en lien avec ces difficultés, ces questionnements. C'est important qu'on puisse avoir leur retour, mais de ce point de vue-là, le côté scientifique, c'est un autre sujet difficile d'ouvrir cette boîte de Pandore, mais quelle confiance avoir dans la science aujourd'hui et dans la technologie quand si les scientifiques n'ont pas suffisamment réfléchi aux conduites scientifiques à mettre en œuvre et aux valeurs qui les fondent. Donc vous voyez que je retombe sur la définition de l'éthique. Merci à vous. Alors, to get back to you on the last question, so about inclusion and representation or representativity, let's say representation. So how can we ensure that AI systems, from data collection today to algorithmic design, can reflect the plural voices of Mediterranean societies, including youth, women, marginalized communities, etc.? So this is my last question to all of you. You mentioned it briefly, but why is it that difficult? In the microphone. Why is it that difficult? We reflect our societies. We collect massive amounts of data even before AI was there. Why is it so difficult to be more inclusive? It's not easy. But as societies that want to be competitive in the AI market, we have to make sure that the products that we have reflect our societies. We have that data. We need to find a way to add them into the algorithm that we will develop, because it's very important as regions not to rely only on one supplier or two suppliers. We have to do the work that is necessary in order to be sovereign in our systems, in order to be able to do justice with our own populations and our own diversity that might be different from other parts of the world. And if you'd like to jump on that, si vous voulez rebondir, vous avez une micro juste à côté de vous. En français, si vous voulez reprendre. Ce que vous voulez. Ok. La représentativité, en fait, ça nécessite vraiment de l'effort, que ce soit dans des applications grand public ou des applications plus spécialisées comme dans la santé, par exemple. C'est super important quand on développe des solutions dans le domaine de la santé, si je prends cet exemple, que ça puisse représenter la diversité des patients concernant une certaine maladie et un certain contexte. Donc l'application d'une IA
d'un algorithme sans faire attention aux conditions de sa mise en place, de son déploiement, c'est très important parce que ça peut totalement donner des résultats totalement erronés si l'algorithme n'a pas effectué son apprentissage sur la bonne population. Donc ça peut avoir même des impacts, on va dire, très risqués sur la santé, voilà, direct, sur la santé des personnes. Donc c'est la raison pour laquelle, de manière opérationnelle, il faut toujours, et ça doit, je pense, j'espère, faire partie de la formation des data scientists et des ingénieurs, d'analyser toujours, de faire le mapping de leurs données avant de lancer une solution donnée. Très bien. Et on va clôturer avec vous, cher Claude Cachin. Donc, cette question d'inclusion. L'inclusivité est fondamentale, mais elle nous concerne tous. On est tous dans des situations où le numérique nous met parfois, certains d'entre nous souvent, en difficulté, en manque de compréhension, en manque d'être capable de participer, d'être inclus. Donc, on se retrouve assez systématiquement dans une situation où, parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations, parce que le système n'a pas été réfléchi pour nous, on est exclu. Et donc, comme le disaient Dorian et Noza, je pense que cette notion d'inclusivité, de faire en sorte qu'on prenne en compte toutes nos caractéristiques, ne serait-ce que langagières, par exemple. Et aujourd'hui, dans les systèmes qui sont apprenants, vous savez qu'ils sont plutôt entraînés avec certains types de textes, certains types de contributions qui sont biaisés, il faut savoir le dire, d'accord ? On est tous biaisés plus ou moins. Mais quand un algorithme est entraîné uniquement avec des textes anglais ou d'autres langues de façon massive, on biaise les choses et on n'est plus inclusif, avec des conséquences fortes sur la qualité de notre société en général. En tout cas, c'est un excellent début de débat. Je ne peux pas dire que c'est un débat avec des personnes aussi passionnantes. On aurait voulu avoir un petit peu plus de temps. On peut continuer ça à la radio, par contre. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Thank you again. Thank you.